Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode consacré au continuum de sécurité. Bonjour, maître Jean-Baptiste Juzeau. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui avec moi pour ce premier épisode consacré au continuum de sécurité. Je voudrais rappeler ici à nos auditeurs que nous avons collaboré ensemble sur cet ouvrage qui s'appelle « La contribution territoriale au continuum de sécurité » et qu'il y a désormais un peu plus d'1 an et demi, je vous ai consulté pour vous confier la direction des travaux afin de promouvoir la compétence régionale en matière de sécurité privée. On peut peut-être raconter comment ça s'est passé. Ça me paraît une bonne idée. Allez, je vais raconter l'histoire. Parce qu'il faut raconter la petite histoire derrière la grande histoire. Absolument. Alors, c'était pendant le premier confinement. Juste avant. Coup de téléphone de David Ornus. Allô, on va pas perdre notre temps. Il faut qu'on profite du temps qu'on a avec le confinement. Est-ce qu'on ferait pas un livre blanc pour promouvoir les sociétés qui contribuent à la sécurité dans la région Rhône-Alpes ? Et je me souviens de la commande, c'était il faut qu'on montre aux Parisiens et à tout le monde qu'à Lyon, on sait faire de la sécurité aussi bien privée, publique et qu'on travaille ensemble. C'était ça la commande du départ. Absolument. Je me souviens. Il faut remettre en perspective, quelques mois auparavant, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, avait annoncé la publication d'un livre blanc qui faisait suite au rapport Fauvergue-Toureau, député Alice Toureau et du député Fauvergue, qui est un ancien patron du RAID. Et au regard des circonstances politiques, l'agenda initialement prévu ne s'est pas appliqué. Et nous avons effectivement identifié un créneau espace-temps qui nous permettait de mettre à profit le début de la pandémie pour pouvoir occuper le terrain de la connaissance et aller expliquer ce que nous étions capables de faire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Effectivement, c'est ainsi. En mars, je me souviens. Et l'idée qu'on avait eue au départ, c'était de se dire que ce qu'on sait faire en Rhône-Alpes sur un territoire donné, est-ce que ça pourrait pas servir d'exemple au niveau national ? Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, ce livre blanc. On n'a pas trouvé le titre tout de suite. Au départ, on ne savait pas trop. On savait que c'était le continuum sécurité privée-publique qu'il fallait mettre en avant. Et on a commencé par faire un état des lieux. Et ici, il faut remonter aussi à la jeunesse, c'est qu'on collabore ensemble depuis plusieurs années. Et on était allés tous les deux à Washington. Absolument. On avait rencontré à l'époque des élus, membres de la Chambre des représentants, et puis des patrons de sociétés sécurité privées. Et on avait vu comment aux États-Unis ils travaillaient ensemble. On est allé ensuite ensemble, je me souviens, rencontrer le président de la commission de défense au Sénat. Absolument. Qui nous avait reçus. Et c'est là où on avait vu qu'il y avait quand même un gap. Un décalage. Entre ce que faisaient les États-Unis, c'est-à-dire comment ils collaboraient privé-public ensemble pour la sécurité globale, et qu'en France, il y avait une certaine frilosité. Voire parfois même une réticence. Ouais. Et c'était une question de culture. On s'était rendu compte que culturellement, pour les Français, la sécurité, c'est l'État. Et puis le reste, le privé, il a des miettes, j'allais dire, entre guillemets. Et c'est comme ça que ça a commencé. Absolument. Alors cette notion de culture de la sécurité ou culture du renseignement fera peut-être l'objet d'un podcast suivant, mais c'est un des aspects que cette contribution territoriale a souligné. C'est effectivement, à certains égards, une méconnaissance par le public de ce que fait le secteur privé, alors qu'à côté de cela, à contrario, il y a de très très beaux exemples, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'exemple du partenariat public-privé du Groupama Stadium, où effectivement, une emprise privée, en l'occurrence le Grand Stade, utilise les moyens du régalien pour assurer la sécurité lors de rencontres internationales. Alors ce qui est amusant, moi je ne suis pas rompu à toutes ces informations, et puis ce n'est pas forcément une culture que j'ai moi au départ sur la sécurité. Effectivement, lorsque on a décidé ce bouquin, ce livre, qu'on a appelé du coup « Contribution territoriale au continuum de sécurité », on a commencé d'abord par aller voir les acteurs. Et c'est vrai qu'on a appris à marcher en marchant. C'est qu'on a découvert d'abord un premier qui nous a fait confiance, il faut le dire, c'est quand même le directeur des relations extérieures de l'École nationale de police. Oui. Le commissaire Laurent Moscatello, qui nous a tout de suite encouragés dans le projet. Il a vu l'intérêt. Il s'est dit, tiens, il y a des choses à faire. Et puis de Moscatello, on était effectivement, je me souviens, on avait pris contact avec l'Olympique Lyonnais. Oui, et puis ensuite M. Patrick Ojog. Et puis après, on a eu Ojog, qui est le patron de la sécurité du groupe Keolis, qui est un ancien aussi, un grand flic, qui est une gueule cassée, qui a été blessé plusieurs fois en opération, qui est un type qui met en application ça, puisqu'il était dans le public, il est passé dans le privé.
Et donc ça, c'était les entreprises. On est allé voir les institutionnels, les élus. Ça aussi, ça a été intéressant de voir des élus locaux. Je pense à Monsieur Patrice Verchères, très vite, que nous Verchères, avons rencontré. qui était député à l'époque, qui maintenant n'est plus député, mais qui avait participé en son temps à la commission de à la défense. commission de défense, absolument. Et puis qui a eu sa casquette d'élu local. Oui. C'était intéressant de voir parce qu'il est maire de sa commune. Puis il est même président de Cours-la-Ville, je crois. Il est président d'une agglo. Et puis de fil en aiguille, donc on avait vu les entreprises, on a vu les institutionnels, et puis on a découvert qu'à Lyon, et ça aussi ça a été une vraie révélation, c'est qu'il n'y avait pas un, mais deux, trois, même plusieurs centres qui formaient les futurs responsables de sécurité. On est allé voir Lyon 3, Lyon 2. L'école de Bioforce. Bioforce, qui forme les logisticiens de l'humanitaire à Vénissieux, qui est une école qui a maintenant plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies. Et nous avons effectivement interrogé un de ces acteurs qui s'occupe des aspects de sécurité. Vous oubliez, Jean-Baptiste, lorsqu'on a interrogé les institutionnels, l'angle d'attaque a été le projet de pôle européen de sécurité globale. Effectivement, c'est là, c'était Étienne Blanc qui, à l'époque, avait sa casquette de premier vice-président de la région. Qui nous a parlé de l'implication qu'il y avait à la région, effectivement, et la boucle était bouclée, j'allais dire, sur un seul territoire, on avait trouvé tous ces acteurs. Alors certains ont des noms qu'on connaît dans la région Rhône-Alpes, comme je pense à Byblos, par exemple, où là c'est un partenariat public-privé, où c'est la mairie de Lyon qui fait appel à une entreprise privée au moment de la Fête des Lumières. Absolument. Et puis le Groupama Stadium, c'est l'inverse, c'est un partenariat privé-public, où c'est la puissance privée qui fait appel à la puissance publique, etc. Et on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que il y avait une méconnaissance, au-delà de ces gens qui traitaient de la sécurité au quotidien, une méconnaissance du grand public et une méconnaissance des autres entreprises qui n'avaient pas conscience qu'elles avaient ou elles auraient un jour à faire appel à de la sécurité, mais qu'elles n'avaient pas le réflexe d'aller voir les entreprises locales. Il y avait ce côté-là. Et puis alors, on peut le dire aussi, ce qui a été un peu la cerise sur le gâteau, il y en a eu deux de cerises. Il y en a une au début, c'est lorsque Alice Touroud, donc, qui est députée de la Drôme, qui est sur notre territoire, qui avait été rapporteur de la loi à l'époque sur la sécurité globale. Et qui est co-auteur avec le commissaire Fauvergue. Et donc elle a fait la préface de ce livre, et puis on peut le dire aussi, parce qu'on est entre nous là, le 28 juin, le dernier jour de son mandat, on a reçu la contribution de Gérard Collomb, qualité de maire, parce que c'était son dernier jour de maire, qui nous a envoyé sa contribution et qui, lui aussi, nous a expliqué combien, quand il était ministre de l'Intérieur, puis après maire de Lyon, il avait œuvré à ça. Alors ça a été la première partie de la commande que vous m'aviez faite. C'était réunir, donc Corpguard soit un petit peu à la croisée de tous ces chemins-là. Et puis après, la question était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce... Tout à l'heure, vous avez parlé de connaissances. On a fait sortir des propositions, des choses comme ça. Et ça a été la deuxième phase dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire que cet ouvrage-là, modeste ouvrage, qui est fait, et je dois le dire aussi avec vos moyens, c'est quand même vous qui avez financé tout ça, aujourd'hui est un outil, alors c'est un mot qui fait peur, mais d'influence et de lobbying, et c'est là où je reprends ma casquette d'avocat lobbyiste, où c'est avec ce document qu'on va voir des parlementaires à qui on a remis le livre, pour essayer de faire naître chez eux, allumer une petite lumière en se disant, tiens, effectivement, il y a un savoir-faire français, et je me souviens que vous m'aviez dit, on a une échéance à terme, donc à très court terme, c'était de sortir ce livre, et on l'a fait en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, et puis il est sorti juste avant, ou à quelques jours près, juste avant le livre blanc national. Donc voilà, et puis à plus long terme, vous m'aviez dit, et c'est aussi les discussions qu'on a eues avec tous nos interlocuteurs, je pense à Byblos, ou je pense à d'autres entreprises, ou Vinci Airport, Marc Wallac, qui nous a dit, il y a quand même 2 grandes échéances où la France va devenir le centre du monde, et les questions de sécurité vont revenir sur la table, c'est la Coupe du monde de rugby en 2023 et puis les JO 2024. Absolument. Et l'idée, c'est de se dire comment, pour ces échéances-là, est-ce que les acheteurs publics auront le réflexe et pourquoi ils devraient aller vers des entreprises françaises. C'était ça, je crois. Alors, absolument. L'idée, c'était de promouvoir avec ce document, promouvoir la réflexion régionale et le savoir-faire régional, parce que nous avons ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, un véritable écosystème. C'est vrai que Lyon capitale, comme on aime à le dire ici, mais Lyon est quand même un centre névralgique avec une véritable confluence matérialisée par les 2 fleuves, par le Rhône et la Saône, et puis une école de police nationale, Interpol, un centre académique avec Lyon 2, Lyon 3 que vous avez cité, un laboratoire P4, une base OTAN,
et un certain nombre d'interlocuteurs, comme un grand stade et puis bien sûr un aéroport international et un certain nombre d'interlocuteurs publics et privés qui sont impliqués dans le continuum de sécurité. Et l'idée, c'était aussi de promouvoir au niveau national ce savoir-faire régional et de proposer peut-être de dupliquer ce qui se fait bien ici dans d'autres régions ou à d'autres niveaux. Et effectivement, avec la perspective de la Coupe du monde de rugby et des Jeux Olympiques 2024, il y a matière à réflexion et il y a matière à utiliser ce qui se fait bien quelque part pour le dupliquer ailleurs. Et c'est un peu l'objet de notre discussion. J'ai envie de dire que le mot influence, moi, il me fait pas peur. Influencer, ça veut dire modifier la perception. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il faut qu'on modifie tous un peu notre perception. Ce qu'on a découvert aussi dans ce livre, et ça c'était assez intéressant, je me souviens des échanges que j'ai eus avec Patrice Ojog, le patron de Keolis. Alors Keolis, c'est la société qui gère les transports de l'agglomération. Et je me souviens que lui, il a beaucoup insisté sur le fait qu'effectivement, il y avait des acteurs qu'on connaissait, des institutionnels, mais que chaque citoyen était acteur de la sécurité. Et ça, au dire de Patrice Ojog, c'est pas forcément une culture qu'on a en France. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le réflexe de repérer des comportements qui pouvaient être potentiellement dangereux? Est-ce qu'on a le réflexe d'informer? Alors tout de suite, on a des mots qui arrivent, c'est de la dénonciation, c'est de la délation, des choses comme ça. Et donc, il y a vis-à-vis du grand public, je pense qu'il faut que les mentalités évoluent. Donc ça, c'est une part importante et c'est aussi l'objet de ce podcast. C'est que j'espère que ça va faire naître... je regarde nos interlocuteurs, mais que ça va faire naître chez certains l'idée d'aller plus loin, d'essayer de comprendre comment on peut être acteur, aussi bien quand on est étudiant, quand on est chef d'entreprise, etc. Et puis l'autre cible, moi, que je vois, c'est aussi d'aller tirer la manche de ceux qui font la loi, la norme. Et là, je reprends ma casquette d'avocat lobbyiste. C'est comment on peut faire pour que la loi, demain, soit favorable aux entreprises qui respectent des normes, qui sont vertueuses, qui ne sous-traitent pas à 15 cascade, niveaux, etc. Voilà. Et là, les gens qu'on a rencontrés, ceux que vous m'aviez, c'était votre réseau à vous, hein, au départ. C'est des gens qui respectent ça, quoi. Absolument. Tout à l'heure, nous aurons Jamie Williamson, qui est le secrétaire général de l'International Code of Conduct Association, que vous avez interrogé dans ce document. C'est ça, hein. ICOCA, absolument. Et ICOCA est une initiative qui vient de l'industrie privée, qui a souhaité s'auto-réguler, en fait, et mettre en place un système de contrôle des entreprises de sécurité privée, afin que l'amalgame ne soit plus fait entre les entreprises de sécurité privée et d'autres entreprises que l'on appelle aujourd'hui entreprises militaires privées et qui ne sont pas du tout dans le ressort et dans le type d'activité que nous faisons, nous, dans l'industrie privée de la sécurité. Et ICOCA appuie son action sur le respect du document de Montreux, le respect du droit humanitaire, le respect du droit international, l'égalité de traitement femmes-hommes et la mise en place de prestations de services de sécurité responsables qui permettent, notamment dans des pays en crise ou dans des pays à basse gouvernance, de garantir que les salaires que l'on propose à nos opérateurs ou à nos collaborateurs leur permettent de nourrir leur famille et d'assurer l'éducation aussi à leurs enfants afin de s'inscrire dans une démarche vertueuse. C'est donc ainsi que cette contribution qui partait du niveau régional a souhaité avoir une perspective et une résonance nationale en s'appuyant aussi sur la culture internationale qui aujourd'hui promeut une bonne gouvernance en matière de sécurité privée. Alors ce qui est intéressant, vous parlez d'ICOCA, là on a vu donc Jamie Williamson, c'est à 150 km d'ici parce que c'est à Genève, donc j'allais dire c'est presque le même territoire. On s'est posé la question, je me souviens lorsqu'on avait, on a listé un peu, alors là je m'amusais à regarder, on a même eu des officiers de police, des syndicats de police, on a eu des représentants de l'IHEDN, je pense à mon confrère Beckensteiner qui est responsable de l'IHEDN. Donc on a vu vraiment des acteurs locaux et on s'est dit est-ce qu'on pousserait pas un peu le territoire jusqu'à Genève? Et quand on passe la frontière, donc il y a ICOCA, cette organisation internationale aujourd'hui qui est reconnue comme organisation internationale absolument par la République suisse. Donc c'est intéressant de voir, mais ce qu'il y a aussi, ce qu'on a découvert, et ça aussi ça doit interpeller, c'est que les Anglais sont partenaires de cette association. Les Suédois, différents pays dans le monde, et la France est absente. L'Allemagne, absolument. 7 pays sont contributeurs ou participent à l'initiative ICOCA, et la France, malheureusement, j'allais dire une fois de plus, et je vais m'engager, même si ça ne va pas faire plaisir, mais la France, une fois de plus, brille par son absence. Brillait, parce qu'on espère que les choses évoluent, mais on le sent bien. Là, ça serait intéressant si on peut, avec nos auditeurs, échanger avec Jamie Williamson, qui nous explique, lui, pourquoi ils ont créé ça et pourquoi il y a des réticences. Et je crois qu'on en revient toujours à cette question de culture qui n'est pas partagée en France sur ce sujet-là. Mais la nécessité fait loi, comme on dit. Oui. Il est possible qu'à terme,
nos dirigeants. Je sais qu'ICOCA est engagé dans une démarche auprès du gouvernement et des institutions françaises pour essayer de les ramener, de les amener à contribuer à cette initiative. Après, il y a un autre sujet qui a été soulevé aussi dans les conclusions et dans les synthèses de cette contribution, c'est que quel que soit le niveau de gouvernance, d'éthique, de bon comportement que l'industrie privée de sécurité met en place, bien souvent, les acheteurs continuent soit à aller au moins 10 ans, soit à ne pas prêter beaucoup d'attention aux garanties normatives que les entreprises de sécurité privée qui sont membres d'ICOCA amènent et proposent. Les acheteurs, ce sont les collectivités. Les donneurs d'ordre, ça peut être des clients, ça peut être des donneurs d'ordre publics ou privés, et ça peut être des ONG qui achètent souvent de la prestation de sécurité dans des environnements parfois dégradés. Et on a vu que sur certains cas, la sélection de prestataires de sécurité qui ne répondaient pas aux standards internationaux pouvait avoir des répercussions immédiates et dramatiques sur l'image de marque, sur la réputation. Je pense à une grande société commerciale française qui fait de la grande distribution, qui a eu un problème au Brésil, où lors d'une intervention sur une personne violente dans un centre commercial, les agents de sécurité ont été filmés et la personne est décédée. Et il s'est avéré que la sélection du partenaire, du prestataire local, n'avait peut-être pas répondu aux standards que ICOCA, les entreprises de sécurité qui sont membres de cet organisme, souhaitent promouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, alors ça, moi je ne serais pas capable de répondre, mais qui a signé cette charte en France? Quelles sont les sociétés qui l'ont... Alors aujourd'hui, il y a la vôtre. Aujourd'hui, il y a quelques sociétés françaises qui sont affiliées ou membres certifiés de ICOCA. J'ai certains confrères parisiens et je crois que de mémoire, nous sommes 4, incluant ma société. D'accord. Donc ce n'est pas une dynamique qui a suscité un engouement des entreprises de sécurité privée françaises pour rejoindre cette initiative d'autorégulation de l'industrie privée. Alors que l'ensemble des entreprises anglo-saxonnes, australiennes, j'ai un partenaire, un confrère du Ghana qui est membre, des entreprises danoises, suédoises, palestiniennes aussi, libanaises, et bien évidemment le volume d'entreprises françaises qui se rend à l'Assemblée générale annuelle quand celle-ci peut avoir lieu à Genève, indépendamment de la pandémie, finalement, on est quand même très, très peu nombreux. Et ça serait quoi, alors, la solution pour que les acheteurs français se tournent vers ces sociétés? Il faudrait faire reconnaître ce label. Alors, il faudrait effectivement mieux communiquer peut-être sur le label et expliquer aujourd'hui que la sécurité privée a mis en place des standards normatifs qui garantissent le respect des normes et des lois internationales et qu'aujourd'hui, un donneur d'ordre ne peut plus se permettre d'avoir un souci avec un prestataire externe de sécurité et ne peut pas se permettre de se voir reprocher de ne pas avoir sélectionné correctement son prestataire. Et aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux et leur puissance, la moindre erreur de la part d'un donneur d'ordre qui pourrait être un petit peu connu et qui pourrait avoir un peu d'envergure pourrait avoir des préjudices et des conséquences désastreuses sur son, on peut sur, que sur s'en réjouir, son modèle économique. Que ça soit porté à la connaissance bien évidemment. Ouais, c'est important. Il va y avoir une suite ou pas? Maintenant, c'est moi qui pose ces questions. C'est quoi la suite? Si vous vous rappelez bien, nous avions envisagé une suite. Ouais. Nous avions envisagé d'aller dupliquer cette contribution territoriale à d'autres régions en identifiant un certain nombre d'acteurs et de réinterviewer dans d'autres régions une vingtaine d'acteurs publics, privés, institutionnels pour continuer la dynamique et la réflexion. Et il a même été envisagé, à un moment, rappelez-vous, on en avait parlé, de créer un centre de réflexion. Ouais, effectivement. Voilà. Alors on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais ce think tank, puisque c'est la terminologie usitée aujourd'hui, est en cours de création. Et ce sera l'objet d'un podcast ultérieur, j'imagine. Mais effectivement, un certain nombre d'initiatives se sont fait jour depuis que nous avons publié ce document. Bon, en tout cas, j'ai eu plaisir à le faire parce qu'on est vraiment au cœur de... Oui, c'est ça, il y a eu une analyse de la situation et ça a été ces déplacements qu'on a fait à Washington ou à Paris pour rencontrer à différents niveaux. Une analyse de la situation des acteurs locaux. Et puis là, on a la preuve qu'il y a quand même un savoir-faire régional. Oui. Et donc j'invite tout le monde à le télécharger. C'est continuum-sécurité.fr. C'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Continuum-sécurité.fr. C'est ça. Continuum-sécurité.fr. La publication est téléchargeable gratuitement. Et ce que l'on peut faire désormais, c'est peut-être pour poursuivre nos échanges. J'avais prévu d'inviter Jamie Williamson de ICOCA. Ouais. On peut peut-être s'occuper de le contacter en faisant 5 minutes d'intermède musical. Et puis on le retrouve tout à l'heure. Ouais. Merci en tout cas de m'avoir invité. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Puis je suis content aujourd'hui de
de se rendre compte que finalement on a réussi un peu notre pari. On a réussi notre pari, c'était un challenge audacieux. On a été très rapidement encouragés. Vous avez cité le commissaire Moscatello, mais monsieur Patrick Ojok nous a aussi très vite assuré de son soutien. Et de fil en aiguille, les portes se sont ouvertes et nous avons fait jouer nos réseaux pour que de fil en aiguille, nous ayons les acteurs principaux. Il y en a certainement d'autres qui n'ont pas voulu répondre immédiatement ou qui se sont interrogés sur la pertinence de ce document. On ne les citera pas ici, mais certains nous ont un petit peu manqué. C'était aussi peut-être l'idée de faire un tome 2 en interrogeant ceux qui, sur la première mouture, n'avaient pas osé s'impliquer à nos côtés. Non, puis la suite, moi, que j'imagine aussi, c'est qu'on a quand même tiré la manche de deux acteurs importants. Alors Gérard Collomb, qui aujourd'hui est plutôt à la fin de sa carrière politique, c'est pas l'insulter que de dire ça. Par contre, Alice Toureau, qui est une jeune députée, avocate elle aussi, qui est très impliquée dans les questions de sécurité. Et moi, j'ai trouvé intéressant que cette nouvelle génération d'élus, au-delà des étiquettes, parce que ça a été assez agréable, on a interviewé des gens de tous bords. Alice Toureau a vraiment une oreille attentive. Et moi, j'espère, et c'est à nouveau le lobbyiste qui parle, que ce qu'elle nous a dit et ce qu'on est arrivé à coucher sur le papier puisse aller inciter d'autres élus à s'intéresser à ces questions. Oui. Et puis, il va y avoir la campagne présidentielle. Donc c'est pas impossible que ces questions, et même j'en suis certain, soient au cœur du débat. L'ensemble des contributeurs sont tous unanimes. Les questions sécuritaires vont être au cœur du débat des prochaines présidentielles. Donc je pense que notre ouvrage est tombé à point nommé et que nous ne nous sommes pas trompés de tempo.